Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine et bienvenue dans mon cinéma. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous voulez en apprendre un peu plus sur la vie des grands fromagers et charcutiers de notre belle nation. Dans ce cas, permettez-moi de vous conter l'histoire de mon réalisateur préféré, j'ai nommé Danny Boone. Ah, désolé. Non mais je me trompe à chaque fois. Donc non, je la refais. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous voulez en apprendre un peu plus sur la vie des grands charcutiers et fromagers de notre belle nation. Dans ce cas, permettez-moi de vous conter l'histoire de mon réalisateur préféré, j'ai nommé Christopher Nolan. Ça me fait toujours quelque chose d'entendre quelqu'un d'invisible qui a la même voix que moi. Ouais, c'est même carrément bizarre. Ouais, très bizarre. Chelou. Bizarre. Déjà, Christopher Nolan, c'est qui? Ouais, bon, je suis obligé de vous faire cet affront, mais promis, je vais faire vite. Christopher Nolan est né le 30 juillet 1970, il est né à Londres dans le quartier de Westminster et il est, bien évidemment, réalisateur, scénariste et producteur. Avant de réaliser ses premiers longs métrages, il a réalisé 3 courts métrages, Tarantella, Larcenier et Doodlebug. Tous les 3 ont eu de bons retours avec Tarantella qui s'est vu diffuser à la télévision locale et Larcenier présenté au festival de Cambridge. Nolan a un frère, Jonathan, qui a coécrit la plupart des films de son frère et qui est, tout de même, le créateur de la série Person of Interest. Christopher a aussi une femme, oui, Emma Thomas, qui est la cofondatrice de la société de production de son mari, Syncope. Il a aussi son oncle John qui a fait quelques apparitions dans les films de son neveu. Bref, Nolan c'est vraiment un petit garçon tout gentil tout mignon qui aime beaucoup sa famille et qui l'a fait participer à ses projets. Et ça c'est beau. Dans cette première chronique, je vais uniquement parler du premier long métrage de Mr. Nolan qui est... Bienvenue chez HT. Ah non. Bah non, son premier long métrage c'est Following, le suiveur. Following, thriller tourné en noir et blanc, sorti en 1999, réalisé, écrit, produit, monté, cadré, enfin bref, fait par Christopher Nolan avec le budget assez restreint de 6 000 $, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est l'histoire de Bill, un écrivain amateur qui d'un coup s'est dit « Hey, si j'allais suivre des gens dans leur rue au hasard !» Bah je vois pas où est le problème, perso je fais pareil, sauf que je vais encore plus loin, je les suis et après je les mange vivants et après... Bill, donc qui décide à tout hasard sans aucune idée malsaine derrière la tête, de suivre des gens au hasard dans la rue. Il fait ça pour trouver de l'inspiration en apprenant un peu plus sur la vie des gens en les suivant, en connaissant leur emploi du temps par cœur pour qu'ils s'en inspirent pour ses œuvres. Après avoir croisé 2 personnes qui lui ont tapé à l'œil, il décide de les suivre plusieurs fois, ce qu'il s'était interdit de faire dans un code du suiveur, mais pas de bol comme on dit. Ou pas en fait, la première personne que Bill suit plusieurs fois c'est Cobb qui est en fait un cambrioleur très intelligent qu'il chope en train de le suivre et l'emmène avec lui sur des cambriolages pour lui montrer un peu les coulisses du métier. Ouais c'est bon, je sais où je ferai mon stage de seconde. Et la seconde personne qu'on va appeler Natacha parce qu'elle a pas de nom, donc laissez-moi donner le nom que je veux aux personnages qui n'ont pas de nom, ok? Eh mais moi j'ai rien dit, vite ta vie mec. Donc Bill qui est assez impressionné par les talents d'analyse de Cobb décide de le tester en le faisant cambrioler son appartement sans qu'il ne soit au courant, ou du moins c'est ce qu'il pense. Et évidemment Cobb analyse peu flatteusement la vie de Bill en déduisant que ce doit être un chômeur ou un étudiant qui rêve de devenir écrivain et qui a des goûts musicaux de chiottes. What sort of music's that? I don't know, simply red, Fleetwood Mac, that kind of shit. He's got taste. He's to his own, but he's a sad fucker, no social, huh? Ça pique. C'est vrai. Ensuite, Cobb et Bill cambriolent l'appartement d'une mannequin de la même manière que tous les autres cambriolages. C'est cool au moins avec ce film t'apprends à cambrioler des appartements. Je devrais peut-être m'en inspirer pour le futur. Après cela, Bill décide de se couper les cheveux pour qu'on ne le reconnaisse pas. C'est très gênant ça quand même. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est juste après s'être coupé les cheveux, Bill appelle Cobb qui, sans que Bill ne le sache, est avec Natacha. Et boum. On apprend que Cobb se moque de Bill, qu'il était parfaitement au courant que c'était la baraque de Bill qu'il a analysée. Et juste après cela, Bill va rencontrer Natacha. C'est trop compliqué là, trop de Bill, trop de Cobb, trop de Natacha, je suis perdu. Natacha sort donc plus ou moins avec un mafieux, Bill emmène Natacha chez lui et il apprend qu'elle s'est faite cambrioler la veille. T'as rien à dire là? Mais qu'est-ce que tu veux toi encore? Bon, je sais pas, la veille ils ont cambriolé une mannequin et là il apprend que Natacha s'est faite cambrioler la veille. Oh, quel hasard, elle a perdu une boucle d'oreille. Oh bah tiens, quelle coïncidence, Cobb a caché une boucle d'oreille le jour du cambriolage. Mais je m'en fous moi de ton truc là. Attends. Eh mais attends, mais en fait... Mais oui, mais ils ont cambriolé l'appartement de Natacha, c'est ça? Quel sens de l'analyse! Arrête, tu me fais rougir. C'était de l'ironie. Non, là tu me vexes. Bon, Bill pose plein de questions à Natacha, je vais vous faire la scène. Et qu'est-ce que ça fait de se faire cambrioler? Oh bah c'est pas cool. Quel jeu d'acteur! Arrête, tu me fais rougir. C'était de l'ironie. Pas cool. Ensuite, Bill va sortir avec Natacha, sauf qu'en réalité, ça, Bill ne le sait pas, Cobb et Natacha sont réellement ensemble et mènent un double jeu, sauf que Cobb est pas très content que Bill soit plus ou moins avec Natacha, du coup il va le faire voler, lui faire avaler ses gants, afin de lui témoigner de son mécontentement. Non tu vois, moi je trouve il a été trop sympa, moi tu vois je l'aurais comme ça,
Après ça, Bill va essayer d'aider Natasha parce qu'elle est plus ou moins à croire que j'adore cette expression, en proie à du chantage par le mafieux qui posséderait des photos compromettantes de Natasha. Du coup, ni une ni deux, Bill qui est carrément en état d'aller voler le coffre d'un mafieux. It's me, Bill. Il y va en mode pépère et quelle ne fut pas sa surprise quand déjà il découvre qu'il y a pas mal d'argent dans le coffre et qu'un petit sagouin traîné par là, du coup bim, coup de crosse sur la tempe et qu'après... Wow, t'es violent là, t'as quoi? Ouais, non mais là je suis à fond, hein. Laisse-moi finir parce que là ça devient intéressant. Ensuite il regarde les photos sauf qu'elles n'ont rien de compromettant. Natasha s'est juste servi de Bill pour récupérer l'argent, sauf que Bill, c'est devenu un bonhomme. Du coup il met une petite claque à Natasha au passage, histoire de quoi. Ensuite Natasha avoue à Bill que Cobb est accusé d'avoir tué une vieille, sauf que là le Bill, il est vénère de ouf quoi. Et du coup boum, il va à la police pour dénoncer Cobb. Et pendant qu'il est sur le chemin, Natasha parle avec Cobb et en fait, Cobb travaille pour le mafieux et mafieux pas content que Natasha fasse un faux folle. Du coup, vu que petite claque s'est passé, et ben beaucoup de marteaux, ça va la calmer. Non, vraiment là, t'es très très violent. J'ai quoi, des clés, du doliprane, des... Et en fait, Bill est au commissariat en train de dire tout ce que Cobb a fait de pas bien, sauf que Cobb, c'est un vrai génie. Il avait fait plein de petites actions à Bill durant tout le long du film, et l'accumulation de toutes ces petites actions font de Bill le seul et l'unique coupable des cambriolages et du meurtre de la vieille. Ah! Ouais, sympa. Attends, faudrait peut-être dire que ça spoil là, non? Bah ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Bah alors juste, est-ce que c'est pas un peu trop tard de dire que ça spoil après avoir spoilé? Bon, on va partir du principe que tout le monde s'en fiche de ce film et que personne va aller le voir, ok? Bah tu vois, moi j'aurais aimé le voir. En fait, tu l'as déjà vu? Ah ouais, c'est vrai. Bon alors maintenant allons plus en détail dans le film. Dans ce film on suit donc Bill qui espionne des gens. Le sentiment du spectateur normal devant ce film serait de trouver ça malsain. Sauf qu'inconsciemment, nous les spectateurs on espionne Bill. C'est le principe d'un film où on suit un personnage en particulier. On l'espionne à son insu dans tout ce qu'il fait, ou du moins dans tout ce que le réalisateur a décidé de nous montrer. Nolan dans ce film a donc essayé de mettre le spectateur à la place de Bill, on est dans la même situation. Bill se fait mener là où Cobb le veut, il le suit sans trop donner son avis, comme nous on suit le cours du film comme Nolan l'entend. Et dès son premier film, Nolan a su instaurer un stratagème qu'il utilisera dans quasiment tous ses films. Il réussit à piéger le spectateur exactement comme Bill se fait piéger par Cobb. On croit tout comprendre du film jusqu'à ce qu'un rebondissement survienne et vienne tout chambouler dans ce qu'on croyait comprendre des personnages et de leurs relations. Les petites actions que Cobb fait faire à Bill pour qu'à la fin il soit coupable, elles sont montrées à l'écran et même en gros plan, on appelle ça des inserts. Sauf qu'elles paraissent tellement anodines et Cobb les amène tellement naturellement que même lui il dit alors là, j'ai rien compris. Non, mais c'est vrai, je crois que t'es trop intelligent. J'ai rien pigé à ce que tu viens de dire. T'es wouh sur la lune. Bon, là je vous ai raconté le film chronologiquement, mais le film ne raconte pas son récit dans le même ordre que je voulais raconter. C'est la chronologie de la narration qui est non linéaire. Mais dis donc, que dis-moi Dimitri, c'est quoi la chronologie de la narration qui n'est pas linéaire? Ah, ça tombe bien que tu me poses cette question, Sébastien, parce que... Oh, attends, j'ai une idée. Et si je leur expliquais moi-même en chanson? Oh non, t'oserais pas. Non, je rigole. Ah, j'ai eu peur. Anto 1, débarque t'expliquer la... Attends, c'était quoi ça? Si tu commences par la fin et finis par terre. Mais ça, là, je suis sûr c'est toi, alors arrête. D'accord. Quand un récit a une chrono linéaire. Donc, la chronologie de la narration qui est non linéaire, c'est lorsque le récit avance sans être chronologique. Comme vous allez pouvoir le voir tout le long de la saison, la chronologie de la narration non linéaire, ça va devenir un élément récurrent dans la réalisation de Nolan, et plus précisément dans le montage de ses films, donc on peut le mettre dans notre sac des éléments récurrents de réalisation, de montage ou de scénario de Christopher Nolan à travers tous ses films. Alors je voudrais pas parler de chant, mais est-ce que ce serait pas un chouïa trop long pour un titre d'un sac? T'es vraiment... mais vraiment un rabat-joie, toi. Non, mais moi, après, tu vois, je dis ça comme ça, tu fais comme tu veux, hein, c'est ton délire, hein, moi je... Bon, bah alors, appelons-le simplement le sac de Christopher Nolan. Ouais, non, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux comme ça, quoi, tu vois, raccourci, quoi. Dans ce film, la chronologie de la narration est donc non linéaire, mot que j'ai déjà répété un nombre beaucoup trop important de fois pour être légal. Cette chronologie s'est traduite donc par ce dessin magnifique qui représente la chronologie de Following avec des petites couleurs. Enfin, vraiment, j'ai fait ça bien, j'espère que vous remarquerez les efforts produits pour la vidéo. Non. Pardon? Non, c'est nul, je sais pas, trouve-toi une autre vocation, parce que là, ton dessin, il est nul, quoi, il fait pitié.
Chaque segment représente un temps différent et le film est coupé en 3 segments, tous répartis un peu partout dans le film. Chaque segment a un repère qui permet de le différencier des 2 autres. Dans le premier segment, Bill est normal, dans le deuxième, Bill a les cheveux coupés et dans le troisième, Bill est blessé. À chaque fin de petite partie de chaque segment, il y a un petit écran noir pour nous montrer qu'on passe à un autre segment. Et au final, pendant le film, tous ces indices font que l'on n'est pas perdu. Cette chronologie particulière est utilisée pour une raison. À chaque fin de petite partie de chaque segment, il y a un rebondissement qui chamboule totalement la vision que l'on a des personnages et de leurs relations avec les autres personnages. Sans cette chronologie, ces rebondissements n'auront pas pu être possibles. Ou alors c'est juste que son film avec une chronologie normale il était chiant et donc pour qu'on se casse un peu la tête et qu'on se dise on a le droit ici à du suspense Hitchcockien bien rodé et donc il a mis son film en bordel. Bah, maintenant que tu le dis, ouais, peut-être, je sais pas trop. Non mais voilà, je trouve qu'on fait pas assez attention à mes talents d'analyse et de déduction quoi. Je suis presque un génie incompris en fait. Je suis même carrément un génie incompris, ouais. Ça me définit plutôt bien ça, ouais. Bon et du coup, après tout ça, est-ce que j'ai aimé ce film? Eh bien, c'est un premier film, et un premier film c'est rarement un chef-d'œuvre. Sauf quand on s'appelle Nolan. J'avoue, j'exagère un peu. Ce film possède des choses très intéressantes, hein. La chronologie de la narration non linéaire, déjà, qui rend le scénario imprévisible jusqu'à la fin du film, et la révélation finale où on se rend véritablement compte du génie de Cobb, qu'il a réussi à manipuler les personnages du film comme ça. Cependant, si quelqu'un qui n'est pas un minimum cinéphile voit ce film, il va s'ennuyer à mourir. Et c'est compréhensible, même s'il n'est pas très long, il faut dire qu'il ne se passe pas grand chose de très palpitant dedans. Mais selon moi, il est très intéressant de voir ce film, surtout quand, comme on va le voir à travers les prochaines chroniques, on voit que Nolan utilisera de nombreux procédés utilisés dans ce film, dans ses prochains films. Et du coup, t'as pas répondu à ta question, t'as aimé ou pas? Moi oui, beaucoup, même si c'est pas mon préféré de Nolan. Mais d'autres gens moins intéressés par son travail trouveront ça soporifique. C'est une magnifique conclusion, je suis presque ému. Tu m'émeutes, Dimitri, sache-le. Ouais, cool. Mais juste une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. T'es vraiment sûr que c'est une bonne situation, ça, génie incompris? Mais tu sais, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec toi, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux quand même de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, du beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je l'ai dit là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie. Je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand aujourd'hui beaucoup de gens me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Bien, je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût de l'amour. Ce goût qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre cette acceptation en tant que génie incompris, mais qui sait peut-être demain simplement me mettre au service de la communauté, de faire le don de soi. Merci.